Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le bœuf bourguignon sur JMTV+. Oui, le bœuf bourguignon est revenu avec des invités de marque. Vous allez les découvrir. Ce sont des personnes qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, qui se ressemblent vraiment en tout, dans les habitudes vestimentaires, culinaires, musicales. Ils font surtout rayonner sur le monde entier la musique traditionnelle du littoral du Cameroun. C'est des gens que je connais et que j'apprécie, j'adore depuis 11 ans. C'est le duo Massao. Bonjour à vous deux. Bonjour. Qui prend la parole en premier, Peter ou Ben? Peu importe. C'est un peu l'histoire de la poule et l'œuf, quoi. Qui est arrivé en premier? Peu importe. Ça passe au bœuf bourguignon? Bon, ben, tu passes à l'intercalaire, là, Peter. Vas-y, vas-y. C'est bon. Il y en a encore dans la marmite, donc vas-y, gâte-toi. Tu m'as dit que je n'avais rien dans mon plat. Oui, vraiment, c'est vide, plat, ton affaire. Ouais. Rempli. Bon, Ben, Oui, mon ça frère. va? Ça va, mon frère. Ça faisait 11 ans que je vous attendais. Ouais. À un moment, j'ai failli vous rebaptiser Jésus. 11 ans, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est vrai, on s'est rencontrés il y a 11 ans. Il a raison. Et c'est vrai qu'à chaque fois, quand on se voyait, et même il m'a interpellé plusieurs fois sur le net. Vous venez faire votre bœuf bourguignon quand? Et moi je lui ai dit, frère, en fait c'est dans nos habitudes, quand on n'a pas d'actualité, en fait c'est pas qu'on n'avait pas d'actualité, mais on attendait des choses qui ne venaient pas au moment où on voulait, notamment l'album. Et à chaque fois je te disais, attends, on a un projet, mais on partait et on revenait. On voyageait tout le temps. On voyageait tout le temps et puis on ne voulait pas te donner un rendez-vous qui ne tient pas, tu vois. Ce qui m'aurait fâché si vous m'avez causé un faux rendez-vous. Non, mais c'est pas dans nos habitudes. C'est pas dans vos habitudes, je mentionne. Chers téléspectateurs, ils sont arrivés aujourd'hui 1 heure avant l'émission. C'est pour la première fois, j'ai invité des artistes qui arrivent 1 heure avant l'émission. Non, mais ça, tu veux griller les autres. Non, je n'ai grillé personne, mais vous êtes arrivés 1 heure. Les autres sont arrivés peut-être 15 minutes avant, ce qui est toujours bien. Vous avez juste fait plus bien. Ok, ils sont quand même arrivés à l'heure. Ils sont quand même arrivés à l'heure. D'accord. Attends, je connais Mbida Douglas, il est arrivé ici 30 minutes Ah avant. non, Mbida, lui, c'est un métronome. Voilà, 30 minutes avant, il était là, donc... Non, Mbida est dans les mêmes traces, quoi, et tout. Mon grand frère Tony. Tony, c'est son pseudo, vous ne savez pas qui c'est. C'est ça. Adolphe Moni Billet. Il est arrivé là 30 minutes avant. Ah, ok. Donc voilà, il y a des gens comme ça qui me font plaisir en respectant mon métier. Et comme je respecte le leur, et vous êtes désormais au top. J'espère que les autres ne vont pas se fâcher. Parce qu'eux, ils sont arrivés 1 heure avant, donc un peu avant vous. Donc, on est dans le Guinness de record. Oui, sur GMTV+. D'accord. On va voir ceux qui vont nous battre. Bon. Donc je disais donc, à chaque fois je te disais non, bon, attends, on va te dire le jour où on viendra, parce que on voulait pas venir les bras ballants, voilà. On voulait avoir quelque chose dans le sac. Et le quelque chose, il y en a, il y a des richesses que vous allez découvrir tout à l'heure. Bon, ce que je vais vous demander, voilà, vas-y. C'est de prendre l'instrument que vous voulez et que vous nous fassiez une entrée. Après on se remet à manger, on parle. Lequel vous choisissez. C'est là où ton truc là n'est pas bon. Ça coupe le repas, n'est-ce pas? Tu vas manger une bonne nourriture. Non. Mais bon, chez nous, au village, tout va avec. Tout va avec. On mange, on chante, on danse, on parle. On va jouer Voilà. un peu de sonorité. Je vous en prie. Hey,
été court, mais c'est bon, hein? On peut manger, on peut manger. Mangeons. Mangeons, ça viendra plus tard. Mangeons. Avec ton truc là, ta sorcellerie là. Mange, mange. C'est jusqu'à la fin, mon gars, ne coupe pas. Hein? Tu es à la maison, hein? Donc, j'espère que vous êtes à table à la maison. Bon appétit. Oui, mais tu nous as pas dit qu'on vient faire un concert. Mais il faut mettre l'eau à la bouche. Il y en a qui vont vouloir vous avoir pour leur mariage, pour leurs anniversaires, pour leur je sais pas quoi. Oui, c'est vrai, pourquoi pas. C'est ce qu'on n'a jamais fait. On n'a jamais fait de mariage ni d'anniversaire. Ça va arriver. Dès qu'ils vont vous voir ici, ils vont vous... Attendez. Il y aura le gombo. Bien. Non, pas le gombo. Bon. J'adore le gombo. Donc, Peter et Ben, de votre nom de famille, Ndoko. Est-ce que je prononce bien? Ndoko. Non, pas Ndoko. 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 Mon frère. Il faut que je sache bien. Ndoko. Alors, tous les deux, vous naquîtes dans une famille de 12 enfants. Ouais. Vous êtes venus en 3e position. Ah là, oui. Waouh. Donc, vous avez été 4e et 5e enfant. Oui, on peut aussi compter ça comme ça. Vous êtes bien deux. Vous êtes deux personnes distinctes. On ne peut pas vous compter en un. Toi, tu cherches la merde. Je comprends que tu ne sois pas dans la tradition. Parce que chez vous, à l'ouest, on ne comptera pas comme ça. Si on compte, attends. Mais à l'ouest, on considère que les jumeaux sont un. Bon. Quand ils vont compter une personne. Donc qu'on soit deux. Ça veut dire qu'il y a donc 13 enfants dans votre famille? Vous êtes 13 enfants ou 12? On est 12. Ah donc on a bien compté 2 personnes. Oui, ça c'est pour les blancs comme toi. Moi déjà devenu blanc. Bon. Donc papa était comptable. Il comptait l'argent. Voilà. Il aimait l'argent. C'est pas qu'il comptait pour les autres. Il comptait pour les autres, effectivement. D'accord. Il faisait son boulot. Voilà. J'ai lu dans votre biographie que pour vos parents, la réussite de leurs enfants devait passer par l'école. C'est un peu comme tous les parents. Comme tous les parents à l'époque, quoi. À l'époque. Tout le monde se cachait pour aller jouer au ballon. Tout le monde se cachait pour aller faire la musique. Et si tu savais combien on nous a fouettés au quartier, Samuel Eto'o et moi, Patrick Soufo, quand on allait jouer au foot, on revenait, nos mamans nous mettaient des grosses fessiers. Attends, Patrick Soufo, il n'était pas au Danemark? Je ne sais pas où il a été. Il a été jusqu'en Angleterre, à Sheffield, à un moment. Au Danemark, je ne sais pas. Parce que l'équipe du Cameroun, je suis, mais il y a des moments où je perds les traces. Maintenant, certains parents sont prêts à payer 1 million pour que l'enfant aille jouer au foot. Les enfants aillent jouer au football. C'est pour cela qu'il n'y a plus de talent. La spontanéité a foutu le camp. Ah bon, Donc, vous êtes né où concrètement? À Douala, mais où? Bonacquoi, Dédo ou quoi? Vous êtes né où? On est né à Tombé. Tombé. Tombel. Ouais. Tombel. Oui, dans un petit village sud-ouest. Donc vous êtes du sud-ouest. Chef-lieu Boya. Voilà. On peut dire ça comme ça, oui. Vous êtes Sawa du sud-ouest. D'accord. Et vous avez grandi où? Alors on a grandi dans beaucoup d'endroits. Est-ce que étant à Loum, le père était installé à Loum. Il y a notre grand-père qui était installé là-bas. Loum dans le Mungo. Ouais. Et c'est des Sawa qui avaient les grandes plantations un peu partout là-bas. Donc tu trouvais tout le monde. Nous sommes partis de Loum, tout petit. On a suivi notre grande sœur qui a voulu qu'on vienne avec elle. On a fait notre CM2 en Konjok. D'accord, chez Vincent Konjok. Et elle était mariée d'un Bamoun. Un Bamoun. Voilà. Mais Chachou, Alors, on a eu notre... on était... moi j'étais en électricité, mon frère était mécanique. On a eu notre... non, disons que la grande sœur, son mari a eu un problème et ça tombait que nous devions aller en première année, électricité et mécanique. Nous sommes donc allés rejoindre le père à Douala. À Douala. Dans quel quartier avez-vous vécu dans Peter?
On a vécu à Ngodi. Ngodi à quoi? Ngodi à quoi? On était avec notre papa. Et après, moi, je suis allé vivre avec ma tante qui était à côté de, toujours en Ngodi, de la feu Keta Lotine. C'est la sœur des Feux et Boilotine. Et c'était pas loin de mon père. Quoi, voilà. Ouais. Et bon, après, notre papa a déménagé, nous sommes allés vivre à Daido. Vraiment, on a fait une partie de notre enfance entre Ngodi et Daido. D'accord, je vois très bien. Toujours à deux, même quand tu allais vivre chez la tante, lui n'était pas loin, vous étiez toujours collés. Oui, bien sûr. On était toujours ensemble, c'était pas loin. Vous étiez serrés, soudés, attachés, quoi. On est toujours soudés. C'est ça l'amour familial. Donc, finalement, l'école alors, vous êtes allés jusqu'où? Puisque les parents, pour eux, la réussite passait par l'école, vous êtes allés jusqu'où tous les deux? Non, personne. Ils vont se fâcher. Ne commence pas à gâter les affaires. Non, en fait, papa a eu des problèmes. Tout le monde s'est arrêté en chemin. D'accord, je vois. Plus court, les grands frères, nous qui suivons, on s'est arrêté en chemin quand il a eu des problèmes. Mais l'éducation étant faite, déjà, c'est les grands frères qui prenaient le relais pour qu'on ne prenne pas les mauvaises. Voilà, exactement. Ils sont toujours vivants, non? Oui. Les grands frères. Oui, les grands frères sont vivants. On peut les saluer? Oui, Armand Epounder qui est commissaire. Donc, Armand, non, tu arrêtes les gens. Oh, je suis foutu. Non, si l'émission n'est pas bien, je suis foutu. Armand. Bonjour, monsieur le commissaire. Mkoko qui donnait le téléphone à ta famille, Cantel. Ah d'accord, donc lui, il y a moins de crainte, il ne va pas m'arrêter. Voilà nos deux grands frères. D'accord. Donc, mais nous avons, maman était d'abord, a eu un premier mariage, où elle a eu un garçon et une fille. D'accord. C'est quand elle a perdu son mari qu'elle s'est mariée avec votre père. D'accord, donc il y a bien du monde devant. C'est donc cette grande sœur qui avait épousé un monsieur Bamoun. Et ce monsieur était donc comptable, lui aussi, à la Sodencam en Congo. C'est pas possible, maman ne choisissait que les comptables. Ça devait produire des sous, hein? Si ça pouvait apporter des sous. Elle est encore en vie, maman? Non, elle est partie. Oh, paix à son âme. Ouais. Bon. Donc, quand il a donc son poste à la Sodencam en Congo, et sa femme, notre grande sœur, le rejoint. C'est un peu dans toutes les familles africaines où quand quelqu'un vient, peut prendre 2 ou 3 personnes dans la famille. Oui, tout à fait. Et tout comme ça marche, oui. Et donc c'est comme ça qu'on la rejoint donc, en Konjok. En Konjok. Voilà. Bon, on va en profiter pour saluer Vincent Konjok, le seul prix Nobel de la paix jamais né au Cameroun, et les Camerounais le savent, vous ne le saviez pas, je suis sûr. Non. Vincent Konjok est né au Cameroun, il est prix Nobel de la paix en 2005. Ils étaient un quatuor à l'agence de l'énergie atomique à Vienne qui ont eu le prix Nobel de la paix, et notre frère Vincent Konjok, qui travaille désormais au Sénégal et implémente l'électricité dans les campagnes, est l'un des 4. Voilà. On lui passe le bonjour. Ben, il est là, il va vous écouter, Vincent. Bonjour à toi, Vincent. Bon. On va maintenant parler des choses. Ah, bon, bonjour Vincent. Ah, il est là pour toi, hein? Ah, il est là? Il est plutôt là pour toi. Ok. Vincent, il nous manque l'électricité à Bessunkan là-bas, s'il te plaît. Ah, il a voulu implémenter au Cameroun, mais vous l'avez chassé. Parce que quand il a démissionné de Vienne, où il travaille à l'agence énergie atomique, il est allé au Cameroun pour implémenter l'électricité dans les campagnes. Tu connais vos menteurs, tu donnes combien? Tu donnes combien? Le gars s'est barré là où on lui demande pas de donner combien. C'est tout. Tu sais que nous, on n'aime pas la lumière. Voilà. Vous aimez naviguer en eau trouble. Il vient avec sa lumière, on va tout voir. Voilà. Vous n'aimez pas qu'on voit tout. Bon, on va revenir à la musique. Ça, au moins, c'est quelque chose. Hein. On va toucher la partie qui fâche. Hein, la partie qui fâchait les parents à l'époque. Ok, tu as bien parlé. La musique, vous arrivez dedans comment? J'ai lu que maman chantait dans les chorales. Peter, toi, tu parles moi, hein, tu as encore un temps de parole. Vas-y, dis-nous. Explique-nous ça. Enfin, je pourrais dire que par la petite porte, parce que à l'époque, faire la musique,
dans les familles, certaines familles africaines, notamment au Cameroun, tout ce qu'on visait, les parents visaient, c'est vrai, c'est l'école. Il ne fallait pas être musicien, il ne fallait pas être footballeur, du tout. Sportif, en un mot. Et ça, à l'époque, c'est dommage parce que les seules distractions qu'avait la jeunesse, c'était le sport ou la musique. Après l'école. Donc, il fallait se cacher pour aller dans les balles de jeunes, pour aller faire de la musique pour certains. Et nous, on organisait les balles de jeunes pour s'amuser. On allait dans les balles de jeunes. Et puis, on a voyagé dans les années 70. On a voyagé, on s'est dit, on va aller voir ailleurs. Ailleurs, là, c'était où? Ailleurs, c'était le Sénégal, c'était la Côte d'Ivoire. Et on s'est rendu compte que mais, on a tout chez nous. On a tout en Côte d'Ivoire, on a tout au Sénégal, on a tout au Cameroun. Pourquoi bouger? Et donc, quand nous sommes arrivés, mon frère, lui, il est arrivé en Europe avant moi. Il était déjà 10 jockeys. Et 10 jockeys, à l'époque, en Afrique, ce n'était pas des métiers professionnels. Du tout, du tout. Or, en Occident, en Europe particulièrement, il fallait être professionnel pour travailler dans une discothèque et bien payé. Parce que les DJ étaient superbement bien payés. N'en parlons pas aujourd'hui. Et donc, moi je suis resté en Afrique, en Guinée-Conakry, au Sénégal et la Guinée-Conakry, où j'étais bien reçu, bien accueilli. Et quelques temps après, mon frère m'a fait venir en France. Et donc, on travaillait ensemble dans ce milieu. Donc, la musique nous a toujours suivis. Et c'est le milieu lequel on se sentait à l'aise. Et c'est le métier lequel... Mais il faut dire que même si les parents ne voulaient pas vous fassiez de la musique à l'époque, c'était considéré comme métier des voyous. Maman vous a quand même dératé, oui. Voilà, c'est ça. Voyeux raté. Maman vous a quand même entraîné à l'église, dans les chorales, dans les trucs qu'elle animait. Oui, bien sûr. C'est elle qui vous a inoculé le virus, quoi. Pas dans le but de faire de non du tout. D'être professionnel de la musique, voilà. Pas dans le but d'être professionnel. Ça l'arrangeait parce qu'elle était, comment on appelle ça, femme d'église. Voilà. Et en même temps, beaucoup de mamans, quand tu vois les mamans avec les enfants, c'est parce qu'elles ne veulent pas te laisser. En fait, on se rend compte que ça nous prenait la tête. Mais avec le recul, quand tu grandis et tu vois ce qui se passe autour de toi, on se rend maintenant compte que ces gens-là avaient une idée et savaient faire les choses. Parce que quand ta maman t'amenait, ça t'évitait de rester à la maison et de faire des bêtises. Et tu vois tout le temps comme ça, tu vois les mamans ou le père prendre ses enfants, aller là où ils sont, là où il va. Mais quand je fais le recul aujourd'hui, je me rends compte que effectivement, tu ne pouvais pas faire de bêtises. Oui. Donc, tu devais être en ligne de mire tout le temps. Eux, les parents savaient, c'est nous qui ne savions pas, quoi. Non, nous, on ne savait pas. Nous, on essayait de jongler pour aller faire ce qu'on avait envie de faire. Jouer au ballon, jouer à la musique, jouer au billes. Jouer au billes. Aux cartes. Tu as joué au billes, non? Bien sûr, of course. J'aime jouer au Ndira. Tu te souviens? Ouais. Bien sûr. On n'avait pas de joueurs, on n'avait rien. Donc il fallait bien créer. Effectivement. On jouait au billes. Et puis, on faisait, pendant la saison de pluie, on faisait des petits bateaux et tout ça. On faisait des courses et tout. Ça, voilà des choses qu'on faisait en fait. Moi, je n'étais pas dans la zone de bateau. J'allais plutôt en vacances à Fumboat, où nous fabriquions des voitures en bambou. Oui. Voilà. Vous n'avez pas des rigoles? Vous n'avez pas des... dans les montagnes. Dans les montagnes, il y a des rigoles, mais... Dis que nous étions imaginatifs. Voilà, vous criez. Chaque enfant était imaginatif. Vous criez des bateaux.
Vous créez des bateaux parce que vous avez la mer et le Vouri. Non, pas à l'ouest, il n'y avait pas ça. Bon, ok, je comprends. Et tu as parlé de Moni Bilet tout à l'heure. Et il organisait, quand nous étions en Gaudi, Moni Bilet avait, il organisait chaque période de vacances, il organisait, tu vois, les fédérations où on jouait. On était, ça nous occupait. Vous jouez à quoi? On joue au ballon, non? Au ballon. Tu ne connais pas? Bah, nous, on appelait ça autre chose. Comment? Championnat de vacances. Ah oui, bon, nous, c'était les fédérations. D'accord. Moi, je suis natif de Bokada, Yaoundé. Ah, ok. Vous êtes à Douala, c'est autre chose. Donc, Tony organisait des matchs de fédération pour vous? Oui, à Gaudi. D'accord. Je l'ai dit, tout ce qui peut arriver à un être humain, c'est le destin. Les parents choisissent pour toi, mais le destin... Ce destin vous a si rattrapé que, en 1997, vous sortez votre premier album, Essewe, c'est ça? Essewe, oui. Essewe. Je prononce bien là. Essewe. Essewe. Non, toi tu dis Essewe. 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 Voilà. Essewe. Ça veut dire que si je dois l'écrire, je mets un E, S. Non. Non. Chez nous, il n'y a pas d'accent, frère. Si, il y a l'accent. Non. Il y a le E. C'est les Blancs qui mettent ça parce qu'ils veulent le prononcer comme Bon. ils veulent. Comme on voit là, Mbappé. C'est non. Mbappé ou bien deux Mbappé. Non. Essewe. Essewe. De temps en temps, il faut aller au pays. Hein. Attends, fais attention parce que je peux écrire le Douala mieux que toi. Hein. Tu veux, on essaye? J'aimerais. Fais-moi une dictée, je t'écris Essewe maintenant. Tu vas voir comment on l'écrit en vrai. On commence déjà. Bah, je vais te l'écrire, c'est pas parce que je ne prononce pas bien. C'est pas ça? Ouais. C'est ça? Bien, c'est bien. C'est bien écrit. C'est bien. J'ai écrit le Douala mieux que l'anglais, s'il te plaît. C'est bien. Mais c'est une déformation que nous avons tous. Parce que nous sommes restés longtemps ici. Et sans le vouloir, nous prononçons un peu comme les Blancs nous amènent à prononcer. Alors, je vais vous expliquer. Et donc, les intonations sont très importantes. Parce que quand tu dis « Essewe », c'est déjà autre chose. Essewe, on comprend ce que tu veux dire. Bien. Ça fait 25 ans, je n'ai pas parlé le Douala, j'ai jamais oublié. Ce que vous ne savez parce que mon beau-père était à bord. Ça, je sais. Donc, je sais parce que tu as souvent... Je l'ai souvent dit dans mes émissions. Voilà. Monsieur Léa Félix, qui a été un bon père, bon beau-père, bon père pour moi, m'a appris à écrire le Douala. Ok. Et c'est lui qui m'amène à quoi? Chez Eboalotine, qui était son cousin. Donc j'ai connu Eboalotine, jeune vivant, et amené par mon beau-père. C'est lui qui m'a appris à écrire le Douala. Donc j'écris bien, mais je ne parle plus. J'ai perdu. 25 ans, c'est perdu. Oui. Donc, c'est juste que, oui, quand une langue, c'est un peu comme le sport, il faut la pratiquer. Sinon tu perds, oui. Sinon tu perds, effectivement. Mais... Bon, alors revenons dans ce bœuf bourguignon, chers téléspectateurs, nous y sommes toujours, vous en êtes rendu compte. Hein? J'espère qu'ils vont encore nous faire un petit truc là, parce qu'ils ont beaucoup d'instruments là. Vous voulez pas les écouter un peu? Alors, vous voulez? Revenons sur le disque. On revient sur ce disque qui sort donc en 1997. Ouais. Dans quelles conditions? Je sais que vous avez été bien conseillé pour ce disque-là. Hein. Il y avait Francis Bébé, Feu Francis Bébé, qui a beaucoup apprécié et qui vous a même un peu conseillé. Non, pas celui-là. C'était lequel donc? Le deuxième. Le deuxième? Ouais. Mais il était déjà mort quand c'est sorti le deuxième, non? Non. Il est mort en 2001, le deuxième est sorti en 2008. Oui, il était déjà mort. Mais tu as oublié ton affaire, quoi? Non, j'ai pas oublié mon affaire, mais... C'est le bœuf bourguignon. Les périodes. Ah, Nyosona Lambo à moto, Nyosona Lambo, Nyosona Lambo. Donc j'arrive. Nyosona Lambo d'abord, santé, Nyosona Lambo. À Peter. Tu vois que tu n'as pas perdu autant. Alors, le premier disque que nous le faisons, on était encore DJ. Ouais. L'album Essewe. Le titre qui nous a fait connaître au Cameroun, Diba wa bandemba wa bandemba wa bandemba. Allez, vas-y, fais-le. Wa bandemba wa bandemba wa bandemba. Bon, ok, je continue. Continue. On commence le travail ici, et c'est lui qui nous a tendu la main pour travailler dans cet album-là. C'est un Ivoirien qui s'appelle Moussa Bambayam.
On commence le travail ici et on le finit en Angleterre, dans un studio jamaïcain. D'accord. Et quand tu écoutes l'album, voilà, cette époque-là, la musique, ça tournait. Là, tu comprends que par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, on avait fait... Je dis toujours aux gens qui reviennent sur le premier album, je dis oui, c'est vrai, c'était un début. Et là, c'est l'album fait par deux DJ. On voulait qu'il sonne comme ça. On peut continuer à faire des albums qui sonnent comme ça. Mais nous sommes, après cet album-là, nous sommes rentrés à l'école. Oui, au conservatoire à Sarcelles, mais ça c'était en 2004 ça? Oui, mais pas dans cette école-là. Ah, dans une autre avant? C'est l'école de comprendre vraiment nos musiques traditionnelles. Et ce que nous voulons apporter dans ces musiques-là. D'accord. Ça, c'était dans cette école que nous sommes d'abord rentrés. Faire des recherches, comment associer les instruments, ainsi de suite. Voilà donc, je dis, le premier album était fait parce que, bon, on était DJ, on était influencé par certaines choses. Mais, Dieu merci, parce que les Sewe, on voulait dans ce premier album, voilà comment on voulait présenter les Sewe. Mais Ben, Peter, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Vous vous doutez que les mélomanes camerounais africains veulent écouter Diba en live, s'il vous plaît. 1 minute de Diba quand même. Prenez le truc, prenez, c'était quoi? Non, on ne peut pas jouer ça ici, parce que ça c'est un instrument, c'est la sansa, c'est pentatonique, on peut le chanter. Allez-y, nous on veut écouter ça. Nasengi miango no tondi bito no idi mianange yanye mabayo wabanembae wabanembae wabanema wabanema wabanembae wabanema wabanema wabanembae. Ah, tu es un fou toi. Tu as les percussions aussi. Tu as les percussions dans les doigts. Ben je les ai là hein. Tu te caches toi. Quand on voit. Moi, donc voilà le titre qui nous fait connaître au Cameroun. Et ça, nous ne le savions pas parce que c'est RFI qui nous lance au Cameroun en fait. C'est RFI qui lance cet album. J'avais adoré ça. Ouais, au Cameroun. J'étais encore au Cameroun à l'époque. C'était quelques mois avant que je quitte le Cameroun. J'avais adoré. Mais c'est qui ça? Nous, on était surpris de voir qu'on a un tel succès au Cameroun. J'arrive au Cameroun pour la première fois. Mon frère, lui, il m'a rejoint. Et je trouve que Diba est vraiment... c'est énorme. Ouais. Mais on se rend pas compte. Quand on fait bien des choses, on ne se rend pas compte qu'on les a bien faites. Hein? C'est les gens qui nous disent. C'est les gens qui vous disent que vous avez bien fait. Oui. Oui. En fait, oui. À cette époque, je vais vous dire, à cette époque-là, les chansons qui touchent vers les rythmes traditionnels camerounais sont portées par Donny Elwood, Henri Dikongué, et vous arrivez dans cette mouvance-là. Exactement, c'est-à-dire, on s'est dit, mais c'est pas possible, c'est qui là? Ils sortent d'où? On cherchait à voir vos photos à l'époque, on ne les voyait pas. Merci pour ce que vous avez donné aux Camerounais. Hein? Nous, quand j'arrive... Merci. Quand on arrive, on trouve... En fait, Henri, c'était autre chose, en fait. Le premier album, Henri, c'était un peu dans... Non, c'est le deuxième. Pas le traditionnel, Henri. C'était un peu, quand tu écoutes son premier album, tu écoutes Le Feu Boilotine, c'était à peu près dans ouais, les Charles Lembert. Charles Lembert. Voilà, tu associes Mabola. Mabola. Mabola, donc tu associes un peu Henri Dikongué qui vient, effectivement, Henri Dikongué vient avec un nouveau souffle. Un nouveau souffle, en effet. Et c'était la même période en fait. Oui. Massao, Henri Dikongué. Vous arrivez, oui, mais qui vient, lui, avec dans son style, un nouveau souffle. Et donc, quand on arrive, on se rend toujours pas compte. Et on rencontre
comme première personne des gens comme... Il a participé dans cet album. Oui, oui. Henri? Il a fait les chœurs dans un titre. C'est mon grand frère du Quat. Hein. Vous savez qu'il est de Mvogada, non? Non, ça ne va pas. Henri est mon grand frère de Mvogada. Okay. Moi, j'allais à la chorale Union chrétienne de Jeux en Kondongo. Lui, il allait à la briqueterie et il arrivait qu'on se retrouve sur le même plateau. Mais comme il était plus grand, moi j'étais plus petit, c'est les petits qui remarquent les grands. Non, c'est pas forcément ça. Non, c'est un super bonhomme. On l'appelait Bouba à l'époque. Salut Bouba. Non, c'est un super bonhomme. D'accord. Henri, quand on appelle Henri, il nous dit... et ça, on a été touché par ce geste-là. On dit Henri, il y a deux personnes qui nous ont marqué quand on faisait cet album. Bon, il y a certainement des noms qu'on oubliera. Il y a lui, il y a Ngea Dayas. Ah! Quand on appelle Henri pour venir faire les chœurs, et on lui demande, bon, combien tu nous prends? Il nous dit, allons-y déjà, c'est un peu, c'est pas évident, vous êtes le producteur de votre album, c'est pas évident, allons d'abord au studio. On fera ça après. Et on est parti au studio, Henri ne nous a rien demandé. Henri Dikongé. Quant à Ngea, quand on l'a appelé, on a pris rendez-vous, on s'est retrouvé à la gare de l'Est. On lui a fait écouter des choses. Il nous a dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ici? Vous avez tout fait? Il a dit, mais qui a fait? Il nous a demandé, mais qui a fait les chœurs? Je dis, c'est nous. Il dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est tellement bien fait. Ça, c'est très rare dans notre milieu. Ngea Dayas, c'est bien l'homme d'Essa. Ouais. Et c'est mon adulte, Il nous dit, tu as tout. il nous dit, mais tout est déjà fait. On lui dit, non, Steph, nous, on n'est pas choristes. Merci, merci, on a fait ce qu'on a fait, mais on a besoin de vous. Voilà comment il vient. Notre sœur, comment elle s'appelle? Kaïsa Doumbé. Ouais, Kaïsa Doumbé, ouais. Voilà, qui est maintenant aux États-Unis. Elle était vraiment, quand on l'a appelée, elle était contente qu'on l'appelle. Et elle a dit, ah non, mais j'aime bien, oui, je viendrai. Et il y a eu Awa Maïga, qu'on connaissait déjà, et qui nous a dit, moi, pas de problème, ça, je viens. Il y a Coucou, dans Coucou, la voix de Kaïsa Doumbé. On a appelé... Ouais, j'ai trouvé Coucou, numéro 12. Voilà. C'est la voix de Kaïsa. Cette voix-là, c'est moi qui la faisait, mais on se dit ce serait mieux avec elle. était meilleure, ouais. Et elle nous dit, non, on avait demandé, il faut voir l'état d'esprit, comment c'était avant. On a demandé à Awa Maïga de la faire, elle dit non, donnez cette voix-là à Kaïsa, elle la ferait mieux. Tu vois? Ça, c'est de l'humilité. Hein? Oui, l'esprit. Vous avez toujours son contact, non? Qui ça, Kaïsa? Oui. Oui. Of course qu'un jour, même en virtuel, on l'invitera. Valérie? Valérie qui... Bellinga. Est-ce qu'elle était déjà là? Oui, bien avant tout ce monde. Valérie Bellinga. Oui, c'était une autre personne. On m'a toujours parlé d'elle. Oui, même le grand frère Vicky Eddy m'a parlé d'elle. Vous avez son contact, non? Oui, non, ça c'est... Allez, Valérie, tu viens quand là? Viens au Bœuf-Bourguignon, c'est bon. Valérie, fais-toi connaître. Viens, Valérie. Tes frères ont besoin de toi. Toi, tu te caches toujours, Valérie Bellinga. On t'entend, on entend le nom, mais on ne te voit pas. C'est quoi? Je te préviens, déjà, Valérie ne mange pas de la viande. Voilà. C'est pas grave, je te prépare du poisson. Voilà. Elle mange ça au moins. Valérie, tu manges le poisson? On va s'amuser. Ouais. Bon, et le grand frère Stéphane, Ngea Dayas Solo. Ma bobé, ma bobé. Bah voilà. Musique mon amour. On a eu beaucoup de bonnes vibrations dans cet album, qui est parti déjà par un grand frère qui s'appelle Mbongwa Ndame, qui quand nous animions, on mettait des versions sans musique, on prenait des beats et tout, on mettait des versions sans musique et on chantait. Et Mbongwa Ndame nous dit, mais ce que vous êtes en train de faire là, ce que les gars font là, les Jamaïcains font là, c'est les serveurs. Et ce que vous faites là, c'est la même chose, sauf que eux ils chantent différemment que vous. Pourquoi vous ne faites pas un single? Voilà comment tout est parti. En fait, voilà. Alors, je veux rajouter un truc pour cet album, parce qu'on peut toujours oublier, quand on y pense, il faut le dire.
Alors les vraies personnes qui nous ont vraiment poussé et supporté, l'album n'était même pas encore sorti. On a fait l'enregistrement ici. Quand ils ont écouté, ils ont appelé en Angleterre. Ils ont dit, on vous envoie un duo. 2 frères, vraiment fait tout. C'est Elamé. Dominique Elamé. Il est aux États-Unis et l'autre qui est décédé, c'est Cyril Toutou. Oh, Cyril Toutou. Ouais. Franchement, eux, ils peuvent parler de nous pour cet album-là. Oui, parce qu'on allait chez Dominique. Voilà les premières personnes à croire. Ils font partie des premières personnes à croire en ce projet. Et parce qu'autour de nous, nous avons eu des gens qui, quand on en parlait, disaient, mais vous êtes fous de faire un album sans mettre du Makossa, vous risquez de vous casser la gueule. Et puis nous on disait, oui, c'est pas grave. Parce qu'il faut déjà faire ce que tu as envie de faire, ce qui te sort du cœur. Et c'est vrai que quand les gens ont appris que nous sommes en studio, il y a des gens qui spéculaient, Makossa, d'autres funk, d'autres rap. Et quand on vient avec ça, je dis Dominique Elamé, on était chez lui, vraiment, c'est des gens qui nous encourageaient, lui et Toutou. Ah ouais. Je vais vous confier quelque chose que les Camerounais et les mélomanes africains ne savent pas. Vous avez eu raison d'insister sur votre musique traditionnelle. Vous connaissez le duo Takam 2 avant vous? Les Takam 2, bon, ils sont sortis en 91. Ils étaient allés voir un producteur que je préfère ne pas citer à Douala. Le producteur leur a dit, musique traditionnelle, qui va écouter ça? Il leur a jeté leur maquette. Les gars sont allés s'autoproduire. Aujourd'hui, croyez-moi, le duo a fait le tour du monde entier avec cette chanson-là. Donc vous avez eu raison de croire en votre musique traditionnelle et c'est pour ça que je vous aime en fait. Non, c'est pas qu'on n'avait pas le choix, c'est ce qui nous parlait. Parce que moi j'ai vécu un petit peu au Sénégal. Quand vous allez, à l'époque où je suis passé au Sénégal, c'est la musique traditionnelle. Lumbala. Jusqu'aujourd'hui. Lumbala, les concerts dans le monde entier, les festivals, il y a plus de Sénégalais dans les Maliens et tout ça. Ils croient à la musique. Et quand tu rentres au Cameroun, les musiques traditionnelles, il y en a plein, des tonnes qui ne sont pas touchées. Qui ne sont pas explorées, en effet, oui. Et donc, on n'a même pas réfléchi qu'est-ce qu'il faut faire ou pas. On s'est dit, voilà, c'est arrivé tout de suite des COE. Et c'est arrivé au bon moment. Et voilà. Ah, mais entre-temps, pendant qu'on était DJ au Titan, il y a quelqu'un qui nous avait fait une proposition. 2 personnes qui nous ont fait des propositions. Il y a Gordon Anderson. Gordon Anderson. Ouais, il venait au Titan. Waouh, c'est du costaud ça. Oui, du lourd. Gordon. Ces gens-là, à l'époque, des îles produisaient pas mal de disques. Il nous a vu comment on animait. Il nous a proposé, il nous dit, mais pourquoi vous ne faites pas un truc sur produit? Vous êtes jumeaux, vous passez bien à l'image, vous êtes des gens, quand on vous voit, vous avez... il nous dit, vous avez une personnalité qui peut... Et je dis, non, on n'a pas encore changé. Il dit, non, c'est pas grave, on va... Gordon, c'était la première personne à nous, et pourtant il n'est même pas camerounais, il n'est même pas africain. Oh, j'ai oublié sa chanson phare, Gordon Anderson. Exil One. Exil One. Nous avons pourtant dansé là-dessus. Oui, c'est un truc... Nous avions connu les petites à l'époque. C'est un petit truc qui a fait le tour du monde. La deuxième personne, mon frère était en Allemagne. La deuxième personne, c'est Guy Bilon. Guy Bilon, salut Guy. Voilà. Ça fait longueur, hein? Guy, tu devrais l'inviter. C'est sa maison, il connaît cet appartement, je faisais même pas les émissions. Quand il était encore avec sa femme guinéenne, il venait là, les deux venaient là. Aussi, Bon, Guy, je t'appelle et je t'invite au Bœuf Bourguignon, tu viens nous parler ici. Donc Guy un jour me dit, à moto, pourquoi vous ne faites pas un disque? À l'époque, Guy, il était au sommet de son Quand il chantait, alors non, Yaoundé, Timbaoudou, voilà. C'était à cette époque-là? Oui, je ne sais plus quelle période, mais c'était bien, peut-être bien 90, avant. Mais la musique avant. marchait, Guy était dans tous les disques, dans les concerts même, mais Guy y était. Et je lui dis, on prend rendez-vous vers Brochamp.
on discute, c'était dans ma voiture, on discute, il me dit, non, moi, je peux vous faire, on peut commencer par les maquettes. J'ai dit, bon, ok, on va en parler. Quelque temps après, on se revoit. J'ai dit à Guy, vraiment, on n'est pas prêt. Et puis, je sais pas, le Mako, ça ne nous parle pas. Il dit, bon, écoutez, réfléchissez, dites-moi quand vous voulez, quoi. Donc voilà la deuxième personne qui nous fait la proposition de faire quelque chose avec nous, quoi, et tout. Wow. Et c'est donc après que, en fait, c'est parti par un client qui nous fait écouter quelque chose, un Ivoirien. Tu vois, et c'est des gens qui savaient que nous sommes dans les disques. En fait, au-delà d'être DJ, mon frère et moi, on achetait beaucoup de disques. D'accord, vous écoutiez beaucoup. On achetait beaucoup. Vous achetez pour écouter, bien sûr. Oui, oui. Quand on achète, c'est pour écouter. Oui, bien sûr. C'est bien ce que j'ai, vous écoutez. Ou alors tu veux le... Non, j'ai dit vous écoutiez beaucoup, tu me dis non, on achetait. Allô? Oui, Jackie. Bonjour Guy, nous sommes en pleine émission et ton nom, on a dit beaucoup de mal sur toi. Et comme je t'aime beaucoup, je t'appelle pour te dire qu'on dit du bien sur toi sur mon plateau dans le bœuf bourguignon. Je te remercie et tu diras bien de choses à tes invités. Ben, tu peux le leur dire, hein, ils sont là. Ils t'écoutent. Je le leur dis depuis. Dites bon. Merci beaucoup et puis je leur souhaite surtout une belle émission. Ok, merci Guy. Même comme tu nous as toujours joué des faux coups. Tu as deviné qui c'est? Non. Les jumeaux. Guy et Manet. Et puis, écoute. Non, pas encore. Tu vois, voilà notre frère. Ce sont mes frères. Mes frères. Les jumeaux Massao. Les frères ont été dans les moments difficiles et ils ont toujours été là dans les moments difficiles. C'est vrai. Je les aime beaucoup. C'est vrai. Ils m'ont fait un concours ça sur toi que tu as été l'une des 2 premières personnes à croire en eux. Et à leur proposer de faire un disque ici à Paris. Mais c'est des gens qui ont apporté énormément à la musique. Non, mais Guy ne se... Ils ont aidé tous les artistes camerounais quand ils étaient au Titan. Bon. Comment ils ont fait énormément pour la musique camerounaise. Et ils méritent énormément de respect. Guy ne se souvient plus, mais comment ton nom vient? Parce que ce gars de moi, il faut avoir une sale habitude, c'est de creuser dans la vie des gens. Donc, il parlait, je lui ai dit, on a 2 personnes qui ont... Deux personnes qui ont proposé de nous faire un disque quand on était au sommet de notre art, comme DJ. Il y a Gordon Anderson et Guy Bilon. Voilà d'où amener la question de ce Moifo. Bon. Et c'est comme ça donc qu'on lui dit, voilà les personnes qui nous ont proposé, même sans qu'ils sachent si on chante ou pas, tu fais partie de... Tu es la première personne et oui, c'est ce que j'ai dit, c'est la première personne à me proposer. Et quand je reviens, il dit, bon, réfléchis, je lui dis, bon, Guy, vraiment, on n'est pas prêt. C'est le Mako, ça, on ne sait pas encore. Il dit, bon, réfléchissez quand ça ira. Bon, Guy, tu reviens du Cameroun quand? Je sais que tu es au Cameroun, je te suis, hein? Tu reviens quand? Je suis au Cameroun, c'est vrai que j'étais pour des raisons particulières, familiales, mais je rentre, je quitte Douala le 2, je suis à Paris le 3. Donc, prépare-toi pour ton bœuf bourguignon. Il y a longtemps que tu n'es pas revenu à la maison. Je leur ai dit que la maison, le chez moi, là, c'est chez toi. Mais ils sont déjà là, ils me représentent. Non, mais toi, tu dois venir. Attends, Guy, maintenant, je dois remplir l'audience pour t'inviter à la maison. Ça va pas, non? Ou je viens en studio, on se bagarre. C'est comment? Non, c'est mon frère. Voilà. Donc, tu viens dans le bœuf bourguignon parce que tu n'es pas encore passé dans le bœuf bourguignon. Donc, tu n'as pas mangé mon bœuf bourguignon. Tu as mangé autre chose autrefois à la maison, mais pas encore le bœuf bourguignon. Donc, dès que tu rentres là, il faut que tu viennes. J'aime beaucoup ton émission télé, c'est une très belle émission, et surtout qu'on discute de tout et on va en profondeur dans les sujets. Exactement. Avec plaisir, je viendrai à ton émission. Alors, non, Yaoundé, Timbao, Douala, Omlet, Tinda, Katalamba. Bon. Oui, Andoura Milo.
Bon, nous t'attendons. Fais attention. Les frères Massa, on s'aime au Cameroun, mais je vous aime vraiment parce que je vous porte très fort dans mon cœur. On le sait, mon Merci. frère. On le sait, Bon. merci. C'est pour ça qu'on parle de toi là aujourd'hui. Et eux, ils te portent dans les poumons, donc viens vite. Allez, Guy, fais attention à toi là-bas et embrasse toute la famille pour nous. Hein? Vous ne manquerez pas, merci beaucoup. À bientôt, ciao, ciao. Bien, belle émission. Merci bien, ciao. Tu sais- Voilà, c'est comme ça le bœuf bourguignon. Tu sais, Jackie, on ne va pas te l'apprendre, que ce soit dans ton métier, que ce soit dans le nôtre, il y a beaucoup d'hypocrisie Oui. Et des ingrats. et des Et des ingros aussi. Et donc, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Bon, Alors, il y a des gens bien. Oui, Oui, heureusement qu'il y a déjà. Parce que le monde n'est pas toujours à l'envers. tu as vu, tu as entendu ce qu'il a dit. On a aidé beaucoup la production camerounaise Oui. quand nous étions au Titan. Vous ne l'avez pas dit, c'est lui qui me l'a dit, qui vient de le dire, là. Je ne savais même pas. Oui, on a. Bon, moi je vais dire comment nous avons apporté, même si les gens sont ingrats, mais bon, ça reste leur problème. Comme mon frère l'a dit, j'arrive ici en premier et je trouve que dans toutes les boîtes, c'est la musique congolaise. Ouais, Qui quoi ça, marche. quoi ça. Non, le kwasa, non, c'était la rumba. Le kwasa ne naît pas encore. Mais tu arrives en quelle année là? Tu me parles d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas comprendre. Oui, non, mais j'arrive dans les années, j'arrive vers 79, 80, Donc, 82. Je ne pouvais pas le deviner. Hein. Et le kwasa ne naît pas encore. C'est en 87 que quoi ça. Par là, oui, ouais. 88, 89. Voilà. Parce qu'avant c'était aux Aïko Langa. Voilà. C'était la rumba. Toujours la musique congolaise et puis la musique cubaine et puis un peu de mélange. On mettait un peu de makossa. Mais il y avait une ou deux boîtes, la plantation, 100 personnes c'est déjà plein, il y avait 200 qui attendaient dehors et tout ça. À l'époque c'était des petites boîtes, les Africains n'avaient que des petites boîtes. Alors un jour, moi je remplaçais quelqu'un aussi dans une autre petite boîte. J'essayais déjà d'imposer la musique camerounaise. Et un jour, je suis dans Paris, parce qu'il m'arrivait, je sortais beaucoup, j'allais dans la journée, je sillonnais les magasins de disques parce qu'on s'achetait beaucoup de disques, mon frère et moi. Entre-temps, mon frère n'était pas encore là. Et un jour, je suis en ville et quand je finissais, je m'arrêtais à un restaurant, je mangeais et j'allais au boulot. Je mangeais au mini-resto, je mangeais un peu de dollar et j'allais au resto, au boulot. Et non, au moins 2 ou 3 personnes sont arrivées au mini-resto, disent mais on est en train de chercher un gars là et tout. Personne ne savait encore que, sauf peut-être quelques personnes, mais très peu, savaient que je suis jumeau. Et on cherche un gars là et tout, le DJ, un gars DJ et tout ça. Et même le principal, le DJ principal, il me cherche dans toute la ville. Je lui dis, mais c'est quoi? Il dit que mais il y a un concours de DJ là et tout, dans le... Ah, je ne me souviens plus. Dans une boîte? Non, oui, dans une boîte vers Concorde. Il me dit, il faut que tu ailles me représenter là-bas. Je dis, mais c'est pas moi le DJ de la boîte, c'est toi. Il dit, non. Un Malien. Il me dit, non. Le niveau que tu as, c'est vrai que je suis le DJ principal, mais je pense que c'est ton affaire. Tu vois ça? Je dis, non. Mais il me dit, vas-y, c'est moi qui t'ai dit d'aller. Moi, je ne peux pas le faire. Et je pars, et je suis, je sais plus, 2 ou 3e. Bon. C'est aussi une façon de s'amuser. Et à l'époque, il y avait la discothèque, là, comment dans le 6e, le Rubis Club. C'est un entier qui était DJ là-bas. C'était déjà une boîte classe et grande. Et pour que tu rentres là-bas, il fallait qu'on te prenne par la main. Ah, il fallait se copter quoi. Exactement. D'accord. Il était là ce soir.
Moi, je ne le connaissais pas. Après cette cérémonie-là, en partant, il vient me voir dehors, il me dit, écoute, prends mon numéro, j'ai vu tout ce qui s'est passé, mais pour moi, tu es le number one. Ah. Prends mon numéro, je travaille dans une boîte qui s'appelle le Rubis. En général, les places des DJ sont vendues et chères. Je pense que je préfère que quelqu'un comme toi me remplace. Et c'est comme ça que je vais au Rubis pour ma première grande boîte et comme DJ principal. Wow. J'ai pas mis long dans cette boîte-là et elle naît parce que j'ai eu quelques désaccords avec le fils du patron. Je suis parti. Je reviens au Titan par le chef de rang qui s'appelait Omar. Pas Bongo quand même. Je ne sais pas si il faisait partie de la famille, mais lui il est sénégalais. Parce qu'Ali Bongo a touché ces choses. Les choses d'Omar. Je préfère le bois que sentir. Donc, je pars donc, et Omar me sollicite. Il s'est associé, c'était des Arabes qui ont pris le Titan. Bon, je pense qu'ils ne connaissaient pas le milieu de la nuit, ils se cassent la gueule. Et je ressors, j'ai pas de boîte. Je continue dans mon métier un peu remplacement ici et là. Et comme électricien, je continue à faire mes petits trucs, quoi, mon petit boulot. Mais ce qui m'anime, c'est de vraiment... Il faut absolument retrouver un poste de DJ principal. On rouvre le Titan avec d'autres personnes, un Guinéen avec des Portugais. Et j'étais toujours remplaçant. Et quelques temps après, le patron me dit, bon voilà, tu seras le DJ principal. Et c'est comme ça que je commence, donc je prends donc le Titan en main. Entre-temps, mon frère arrive. Et... Il est là, le même frère qui est là. Hein? Oui, mon frère. Mon frère, comme s'il n'était pas là. Hé, Peter, tu es là? C'est quoi le vin là? C'est bon? Entre-temps, oui, ça va. Je t'ai pas vu goûter, hein? Si, j'ai déjà pris un peu. Entre-temps, il arrive et on a bossé un petit peu, mais lui, il est parti en Allemagne. Il est parti en Allemagne, il travaille dans une discothèque. Après, il dira, parce que son parcours, il le connaît mieux que moi je n'étais pas avec lui. Ça dit-nous ce que tu as fait en Allemagne. Comment on dit bonjour la Guten Tag? Donc moi, je reste d'abord seul. Et je commence donc le Titan de marre donc vraiment bien, je pense, en 85. Ça, c'était les beaux jours du Titan, où le Titan cartonnait. Vraiment. Et... C'était devenu un choc, quoi. Ah oui. Le Titan. Le Titan, ça faisait 500 personnes et il y avait 300 dehors qui attendaient pour entrer. Mon frère redescend. Et on commence à cartonner au Titan. Est-ce qu'il redescend seulement parce que tu as fait appel à lui? Dis-nous, Peter, il t'avait appelé ou pas? Les deux. Les deux. Non, mais t'as pas tu passes à pas Peter, il t'a appelé ou quoi? Non, si je dis, je parle pas à sa place parce qu'il y a des moments qu'il ne connaît pas. Donc je suis obligé d'aller jusqu'au bout et comme ça il prend là où il peut. D'accord. Moi, étant en Allemagne, c'est vrai, je travaille dans une discothèque américaine et on était 3 DJ dans cette discothèque. Il y avait moi, africain, il y avait un Jamaïcain et un Allemand. Et il fallait maîtriser tous les morceaux qui sont en vogue. Et cette discothèque était presque 600 à 800 personnes. Oh mon Dieu. Et dedans, c'était plein de blancs. Et pour que tu rentres, c'est pareil, il fallait que... Il fallait monter pas de blanc, quoi. Voilà. Et donc, mixer là-bas, il fallait être fort. C'est-à-dire, déjà, faire connaître la programmation, comprendre les musiques qui marchent. Parce que les patrons eux-mêmes c'était des Américains, des Jamaïcains, des Américains d'origine jamaïcaine. D'accord. Et donc, il fallait connaître la musique black.
Et j'ai une anecdote, vers la fin du boulot, Michael Jackson cartonnait, vraiment, c'était le number one. Quand il sort quoi, Bad? Non, peut-être bien avant. Bien avant. Thriller, dans les années 82. Oui. Donc, vers la fin, la boîte se vidait déjà, vers la fin, c'était déjà presque la fin. Bon, je dis, je vais écouter juste des trucs à moi que je sélectionne. J'ai mis un morceau, c'était John Celebrant. Les patrons ont eu les cheveux qui ont poussé de la tête. Oh, man. John Celebrant. John Celebrant. Et ça, c'était le truc qui cartonnait, c'est-à-dire... Ça a retenu les gens seuls, quoi. Non, les gens partaient déjà. Non, j'ai dit, maintenant, je veux mettre une série... De trucs qui te plaisent. Oui, oui. Et là... mais ça fait partie de la programmation aussi. D'accord. Oui. Mais il y a un truc que j'ai mis, c'était un titre de Michael Jackson. Lequel? Le week-end d'après, on m'a convoqué au bureau. Le patron me dit, dans ton cœur, je sens que tu es noir. Tu as la musique en toi, mais je ne veux plus écouter du Michael Jackson ici. Ah oui, clair et net, mon frère. Bon, j'ai compris. C'était quoi son problème? Non, pour eux, ça peut être, il peut être un noir, mais ce qu'il faisait pour eux... C'est pas de la musique noire, ouais, c'est ça? C'est pas la musique noire. Fais le mec du Makousna. Et donc, bon, j'ai compris. Et l'autre DJ jamaïcain, il était vraiment, vraiment collé à moi, c'était vraiment un pote, quoi. Et le blanc, il sentait un petit peu un rejet. Moi, dans mon esprit, c'était même pas... Mais c'est tout naturel qu'un noir va vers un noir, hein. Oui, Je suis un peu du rejet. Et en Afrique, quand les blancs arrivent, ils vont plus vers les blancs. C'est une réalité. Des fois... oui. C'est une réalité. J'ai vécu au Gabon et partout, je sais comment c'est fonctionne. ça que je t'ai dit tout à l'heure. Ce milieu-là, il y a beaucoup d'hypocrisie. Tu vois, et c'est vrai que avec un noir, je me retrouvais beaucoup plus. Il ne pouvait pas me jouer un sale coup et tout. Bref, de temps en temps, je revenais en France. Je voyais que le Titan, ça cartonnait et tout. Et après, je suis revenu et mon frère, je faisais les remplacements au Titan. On s'en rendait pas compte, vous ressemblez trop, on ne savait pas c'était lui parfois. C'est vrai en plus. Et donc ça attirait la curiosité. Et le patron a sauté sur l'occasion. Pour lui, ça l'arrangeait. Il ne m'a pas embauché, ça c'est vrai, mais je faisais les remplacements. Non, pour lui, tu étais embauché puisque tu étais remplaçant. Oui, bon, pour moi, c'est pas une embauche, quoi. Il y a, un remplacement, c'est un remplacement. Le DJ de la maison, c'était lui. Je n'étais pas le DJ de la maison, moi j'étais en Allemagne. Et donc pour lui, ça l'arrangeait d'ailleurs, parce qu'il y avait cette curiosité, ça lui ramenait d'autres clients, voire deux jumeaux qui faisaient le même boulot, c'était une curiosité. Oui. Après, je suis allé à Strasbourg et j'organisais des soirées là-bas. Je travaillais dans une discothèque européenne. Et donc, voilà un petit peu le parcours. Après le Titan, on a fait des choses, on a organisé des concerts. Vraiment, la musique, c'est tout notre vie. Comment se prénommait maman? Nguyen et un vocaliste. Et maman, tu as vu ce que tu as fait, hein? Tu as vu le mal que tu lui as fait, hein? Tu as vu, hein? Donc, je continue donc là où je me suis arrêté. Le Titan, quand il démarre, donc, et puis mon frère vient, on fait donc ce duo-là. Bon, il a déjà dit un certain nombre de choses. Voilà donc comment ça monte. Et donc, on a donc commencé à programmer beaucoup de musique camerounaise. C'était pas évident
mais voilà comment on impose la musique camerounaise. Et beaucoup de DJ venaient dans d'autres boîtes parce que ça écoutait. Hein. Le Titan était déjà, donc est arrivé après le Rubis. Le Titan était encore immense par rapport au Rubis. Et le Titan devient donc l'une des plus grosses boîtes africaines communautaires dans Paris. Les gens quittaient Londres en province pour venir. Passer un week-end là, on m'en a parlé, moi j'étais gamin, mais bon, on m'en parlait. Je t'ai dit, le Titan faisait 500 personnes dedans, voire 600 bien serrés, il y avait 300 qui attendaient dehors pour entrer. Oui. Et donc, voilà donc comment. Et l'une des personnes, on peut dire ce qu'on veut, mais l'une des personnes qui sent quelque chose, c'est Touré, qui apporte une autre façon d'arranger le Makossa. Parce que quand tu mettais un disque congolais, voilà donc comment, en mettant donc, on s'amusait donc à prendre des petits endroits dans la musique de Makossa, les mix, nous-mêmes on faisait nos mix à nous, pour essayer de rester vraiment... parce que la discothèque, le principe de la discothèque, c'est que ça ne s'arrête pas. Ça ne doit pas s'arrêter, ça doit aller. Ça doit cartonner. Et quand tu prenais les disques camerounais, il y avait trop d'informations. Le Babacool, c'était le Babacool. Pas forcément. Il y a des Babacool qui ont bien marché. Pas forcément. C'est que les arrangements étaient faits de manière à ce que quand tu commences déjà à être bien, boum, ça casse, ça revient à autre chose. Et donc, la clientèle le ressentait. Souvent, ça donnait l'impression que le disque est fini et les gens allaient s'asseoir. Ah, quand on faisait le bal à terre, là. Le bal à terre encore, c'est là où il y a du mouvement. Hein? Après, le bal à terre, ça cassait. Voilà. C'est bien ce que je pense. Hein? Okay. C'est bien ce que je dis. Exactement. Donc, il y a tout ça. Et Touré est venu, il a écouté comment on faisait. C'est des gens, le Titan, c'était l'endroit où il fallait être, de toute façon. La musique entière, la salsa, tous ces trucs-là, il fallait. Et beaucoup de gens ne savent pas. Le soukous naît au Titan. Le soukous congolais, là. Le soukous est né au Titan. Avec le Orlus Mabélé qu'on sort. Le soukous naît au Titan. Bon, la personne qui est vraiment, qui a l'humilité et qui est vraiment reconnaissante de le dire, c'est l'un des grands producteurs du soukous. C'est qui? Jimmy. Jimmy, il était très proche de Orlus Mabélé, là. C'était lui le producteur. Je l'ai contacté quand Orlus était malade, mais il ne m'a pas répondu, Jimmy. Non, mais c'est un gars bien. Jimmy venait tout le temps au Titan, quand il avait des productions, tous ces gars-là, les Touré, ils sortaient du studio, il avait un premier pressage, il venait, avant même qu'il... Le disque est déjà en pressage, il venait, on passait l'audio, on jaugeait, on voyait... On jaugeait, voir comment le public le reçoit. C'était comme ça, le Titan était comme ça, en fait. Vous étiez la jauge, quoi. Et donc... Vous avez les droits d'auteur pour ça ou pas? Vous avez les droits ou Non, mais on n'est pas compositeur, ni interprète. Si on travaille un jour. Non, on travaillait, on faisait notre boulot. C'était l'amour, la passion, en fait, dans notre boulot. Voilà. Et on ne demandait rien à personne. Donc, qu'est-ce qu'on faisait donc? Jimmy a vu comment, et il a entendu comment on travaillait. On prenait... Comme le soukous, il n'y avait rien. On prenait la rumba, tu sais, dans la rumba, quand même, il y avait des petits endroits où ça bougeait un peu. Et on prenait dans ces endroits-là, on les collait les uns et les autres et tout, des disques, plein de disques comme ça, on prenait même une minute, on collait. Et c'est comme ça que Jimmy a entendu, il a vu comment on a fait, voilà comment il va donc faire Orlus Mabélé. Et c'est un gars que j'aime parce que c'est quelqu'un de reconnaissant. Il revient au Titan avec un pressage. On dit, bon voilà, les jumeaux, j'écoute. Je dis, Jimmy, c'est chaud, hein. Ça là, passer ici, ça va. On va essayer, mais... Et je lui dis, tu veux que je te donne un conseil? Il dit, oui. Il dit, si tu peux faire ce que je te dis, tu seras le premier Africain à le faire dans une musique... du ghetto, pour dire ainsi. Va remixer ce disque, c'est un bombe ça. Il dit, ah bon? Et ce que j'aimais en lui, il ne perdait pas le temps. Jimmy est sorti là ce soir là, et il avait déjà pressé les albums. Il les a tous
mis de côté. Wow. Il allait faire la famille ivoirienne. Oh. La famille ivoirienne, chérie, tu m'as trompé, oh. Alors, Tu m'as tout le monde trompé, pense mon que c'est la amour, je version suis à originale, toi. c'est le remix. Waouh! Tout ceci, Chers frères, est-ce que vous vous rendez compte que voici les gens qui ont créé le soukous et on ne savait même tout pas? ceci a été concocté au Titan. Bon, créer, non, c'est pas nous. Oh, mais vous avez créé, hein. On a quand même donné l'idée Donc, de ce qui peut se faire. Touré s'inspirait beaucoup de discothèques, surtout là où nous travaillons, parce que quand tu faisais danser les gens, tu avais déjà, je dirais pas une garantie, mais presque de vente. De vente, oui, Voilà. bien sûr, parce qu'ils vont acheter. Et l'Afrique, à l'époque, l'Afrique, c'était qu'ils attendaient que ça vienne d'ici. Quand il y avait des échos qui venaient d'ici, Ça mordait là-bas forcément. Et tout. Et donc, voilà donc comment part donc le soukous, et le soukous naît donc comme ça. Dis donc. C'est parti comme ça. Nous, on dansait, on ne savait même pas des choses. Oui, non, mais il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Donc, le Cameroun, donc, on a commencé donc à cartonner, on prenait des trucs. Et comme c'était toujours lourd, mais ça s'ouvrait, on insistait. Vers 5h, 6h du matin, on créait. Mon frère et moi, on a apporté quelque chose qui n'existait pas à Paris. Dans nos animations, on créait comme si on rouvrait la boîte. À 5h du matin, on mettait des disques de ces anciens Makossa. Effectivement, l'histoire d'un ancien Makossa part aussi du Titan. D'accord. Parce que les Camerounais, et plus beaucoup de DJ, regardaient beaucoup la télé. Et pour eux, quand ils disent qu'à marcher une certaine période, on garde, il faut une nouveauté. Du coup, ils ne prennent pas. Mais nous, on a fait le fait inverse. On jouait dans des disques. Alors, on se retrouvait avec 100, 200 personnes jusqu'à 10 heures. Des fois, 11 heures. Le patron venait nous voir dans la cabine. Vous faites comment? Pardon, laissez-moi écoutez, reposer. les jumeaux. Et notre plaisir, c'était de voir les gens s'amuser. Tu avais des gens qui avaient besoin de ça, la nostalgie, le pays et tout. Écoutez ça. On aimait ce qu'on faisait en fait. Disons, on avait cela en commun sans se connaître, car je suis de loin votre cadet. Hein. Quand je commence à animer en radio au Gabon, je ne joue que les anciens. Voilà. Vous comprenez pourquoi dans le bœuf bourguignon, j'aime inviter les anciens. Cet esprit-là, c'est... Et donc, les gens, les DJ au Cameroun ont commencé à nous demander des cassettes, des ceci, de cela. Mais on avait une chose, on a dit à notre patron, à des moments importants, tels que le 24 au 25, le 31 au 1er décembre, il faut inviter un artiste. Bon, et puis on a continué, et on leur a dit, il faut payer tant. Mais non, mais les jumeaux disent non, il faut payer tant. Mais les gens qui suivaient beaucoup, malheureusement, c'était les Congolais. Un jour, on a appelé les Camerounais, on leur a dit, écoutez, ici, on travaille, on a notre salaire. Le travail que nous sommes en train de faire ici, nous devons le faire ensemble. Nous devons le faire ensemble. Si vous voulez qu'on aide cette musique-là, vous avez la chance qu'on est Camerounais, aidez-nous aussi. Mais les gars, tu sortais de ces tarifs. Un jour, mon patron m'appelle au bureau et me dit, mais les jumeaux, Ben, nous, moi j'ai remarqué que quand on organise les Congolais ici, et c'est normal, hein, c'est un patron, il est là pour faire du business. Le business, oui. Il dit, mon chiffre d'affaires est beaucoup plus important que quand je fais les Camerounais. Mais tu veux que je donne? J'ai dit, oui, bon, monsieur Martin, tu vois, dans le milieu, ça parle. Quand tu commences à donner, tu donnes à Pierre tant et tu vas donner à Paul tant, ça va parler, ce ne serait pas bien. Les Congolais, on fait plusieurs fois, quand on le donnait, certains venaient même. Et j'ai vu un homme que je ne citerai pas, qui est venu un 31, avant le 31, il me dit, s'il te plaît, il me donne une enveloppe de temps, il faut qu'on les programme là, le 31. Parce que le 31, il y avait un monde fou. Il y a un monde fou, et ça coulait. Et oui, je dis non, je ne prendrai pas ton argent. Je vais voir si je pourrais te mettre dans la programmation. Ce jour-là, on va mettre 2 ou 3 artistes et tu en feras partie. Tu gardes ton argent. Certains, quand on finissait le spectacle, le patron leur donne l'argent
Ils venaient nous voir dans la cabine, ils disaient les jumeaux, voilà, vous pouvez aller prendre un restaurant. On disait non. C'est ce que les Camerounais n'ont jamais fait. Bon, ne dis pas du mal des fois, ils vont se fâcher. Non, Allez. Non, j'arrive. Nous, on n'attendait pas ça, en fait. Nous, on n'attendait pas ça. Tout ce qu'on voulait, c'est qu'ils participent dans l'effort que nous sommes en train de faire. Pas en nous donnant de l'argent, mais au moins quand on les appelle, qu'ils soient le présent. Qu'ils soient présents et qu'ils ne demandent pas des sommes en croyant que, bon, voilà... Que vous êtes très riche. Voilà. Bon.